Se confier sans être cru, conseiller sans être écouté, aider sans être accueilli. Ces paradoxes cachent une vérité plus sombre. Vous n'aidez pas, vous participez à un jeu dont vous ignorez les règles. Quand le narcissique vous fait une confidence, vous tend la main et vous réclame de l'aide, ce ne sont que des apparences de vulnérabilité qui cachent l'un des mécanismes de manipulation les plus subtils. Ces confidences et sa demande d'aide ne sont en réalité que des pièges qui dissimulent un tout autre besoin, celui de vous maintenir sous son contrôle. Comment? Par un miroir déformant où vos gestes les plus doux se reflètent en armes, où vos mots les plus sincères se tordent en accusations. Bienvenue dans l'univers inversé des confidences et des demandes d'aide qui n'en sont pas. Je suis Fatem Zahra Alami, éclaireuse des zones d'ombre relationnelles. Mon rôle est de déplier pour vous les silences et de donner une grammaire à ce qui était resté jusqu'ici innommable. Aujourd'hui, nous plongeons dans les fondements fragiles de la psyché narcissique et dans l'ombre de ces gestes qui n'en sont pas. Là où une demande d'aide ou de conseil devrait unir, elle devient arme. Là où une confidence devrait libérer, elle emprisonne. Là où la vulnérabilité devrait humaniser, elle manipule. Nous avons compris dans le précédent épisode pourquoi il ne servait à rien de chercher à sauver un manipulateur. Et vous pourriez me dire, mais parfois c'est lui ou c'est elle qui me demande conseil. Il ou elle avoue ne pas savoir. C'est vrai, et c'est là que la manipulation atteint son paroxysme. Ce comportement semble même contredire tout ce qui a été dit précédemment, mais en réalité, il l'illustre parfaitement. Parce que quand un manipulateur narcissique demande conseil et avoue ne pas savoir quoi faire, il ne le fait pas pour les mêmes raisons qu'une personne saine le fait. Sa demande n'est pas une véritable quête de solution basée sur la confiance et l'égalité, mais un appât pour attirer votre bienveillance naturelle, votre envie d'être utile, pour s'emparer de vos ressources, vos idées, votre temps, votre énergie, votre attention, sans rien donner en retour si ce n'est un leurre de vulnérabilité. C'est pour cela que l'on se sent souvent vidé ou utilisé après ce genre d'échange. Le manipulateur, en lançant sa demande, n'a pas d'effort à faire. C'est à vous de vous activer, de réfléchir, de produire une solution. Il reste passif. Son objectif inconscient, se décharger du fardeau de la réflexion et de la responsabilité. Il externalise le problème sur vos épaules. Vous lui proposez une solution, soit il la rejette immédiatement, soit il l'utilise. Si cela échoue, et il la fera échouer car le but n'est pas la réussite, la responsabilité vous sera imputée. Il vous culpabilisera. C'est de ta faute, ton idée était nulle. Vous étiez le sauveur, vous voilà le bouc émissaire. Il perçoit votre aide comme un service dû, comme une prise en charge nécessaire de votre part, et qui le décharge de toute responsabilité. Vous êtes son cerveau externe, et il se positionne en victime de votre incompétence à l'aider. Cette demande est aussi une source de carburant narcissique. Le simple fait que vous vous investissiez, que vous réfléchissiez pour lui, est une attention pure, une preuve que son bien-être est votre centre de gravité. C'est une nourriture pour son ego affamé. Son objectif inconscient, s'assurer que vous êtes concentré sur lui ou sur elle, sur ses difficultés, sur son monde. La teneur du conseil importe moins que l'attention et l'énergie que vous y consacrez. Il perçoit votre aide comme une preuve de son importance. Votre empressement à l'aider le conforte dans l'idée qu'il est central et que vous êtes dévoué à son service. Et parfois, vous demandez un conseil, c'est même un test, un piège à double tranchant. Quelle que soit votre réponse, elle sera utilisée contre vous plus tard. C'est une matière première pour alimenter des conflits futurs ou pour valider sa propre position. Vous perdez quoi que vous fassiez. Si vous dites A, on vous reprochera de ne pas avoir dit B.
Si vous le contredisez, il vous accusera de ne pas le soutenir. Vous êtes dans l'étau de la double contrainte où chaque issue est une défaite. Quand il vous avoue ne pas savoir quoi faire, c'est une stratégie de manipulation déguisée en faiblesse pour susciter votre pitié, votre empathie et vous amener à prendre les choses en main à sa place. C'est une forme de contrôle par la simulation d'une faiblesse. Pour mieux comprendre, comparons une demande saine d'aide avec une fausse demande narcissique. La demande saine est collaborative et ouvre un dialogue. La personne écoute, pèse le pour et le contre, discute, qu'en penses-tu, on pourrait réfléchir ensemble, etc. Une fausse demande narcissique, c'est une décharge de responsabilité et un monologue. Elle attend une solution clé en main sans effort de sa part. Je ne sais pas, trouve une solution. Une demande saine est responsable. La personne est responsable, elle assume la décision finale et ses conséquences. Tandis que la fausse demande narcissique est irresponsable. Le manipulateur est irresponsable, il rejette la faute sur le conseiller si cela tourne mal. Et enfin, la demande saine recherche une vraie solution, tandis que l'autre recherche du confort, de l'attention ou un bouc émissaire. En conclusion, cette apparente vulnérabilité n'est pas un signe d'ouverture ou d'humilité, c'est une autre facette de la manipulation et du besoin de contrôle. C'est une manière de vous utiliser comme un outil tout en maintenant sa position supérieure. C'est lui ou elle, le patron, qui délègue une tâche à son subalterne, vous. C'est pourquoi dans une relation avec un narcissique, même lorsqu'il vous demande de l'aide, vous pouvez vous sentir vidé, utilisé ou piégé et non valorisé comme un véritable confident ou partenaire. Parfois, le manipulateur semble franchir un cap dans l'authenticité. Il se confie, non sur votre relation, mais sur une autre. Un conflit au travail, une tension avec un ami. Et là, dans le secret feutré de cette confidence, il va même jusqu'à admettre qu'il n'a pas bien agi. On pourrait y voir une lucidité rare qui donnerait espoir, une preuve d'humanité. Mais observons la dynamique de plus près. Cet aveu est d'abord un leurre relationnel. En vous confiant une faute commise ailleurs, il crée une illusion d'intimité. C'est comme s'il vous disait « Toi, je te considère assez pour te montrer mes zones d'ombre ». Cette confidence vous place dans le camp des privilégiés, des élus. C'est flatteur. C'est aussi très efficace pour renforcer votre lien et votre loyauté. C'est aussi une démonstration de supériorité déguisée. Reconnaître de façon très contrôlée une imperfection passée, c'est se montrer assez fort pour se remettre en question. Cette apparente humilité devient paradoxalement une preuve de grandeur et la preuve de sa lucidité. C'est en outre un appel indirect à la validation. La réaction qu'il attend de vous n'est pas « effectivement tu aurais dû agir autrement ». Non, il espère que vous irez le rassurer. Tu as fait de ton mieux, l'autre l'a bien cherché. Enfin, et c'est le plus subtil, quand il avoue ne pas avoir bien agi, il poursuivra par « mais c'est à cause de ». Et il se trouve une excuse, par exemple son stress, votre comportement, son passé, peu importe. L'aveu n'est pas suivi d'une réparation mais d'une justification et d'une victimisation. Il ne s'agit pas de prendre la responsabilité de ses actes, mais au contraire de s'en décharger. Ou encore, en devançant une critique qu'il sent venir, il vous désarme. Comment pourriez-vous lui en vouloir puisqu'il le reconnaît? Il ou elle neutralise votre reproche avant même que vous ne le formuliez et saute toute responsabilité de changement comme ça. Ainsi, même dans ce qui ressemble à de l'introspection, le mécanisme reste le même. Votre rôle est de conforter son système, de valider ses comportements, de nourrir son image. La confidence n'est pas une ouverture vers le changement, mais une stratégie de plus pour consolider son emprise et s'assurer de votre soutien inconditionnel.
Vous voyez, avec un narcissique, même les gestes qui semblent vrais peuvent servir un agenda caché. Cela montre qu'une relation égalitaire et collaborative est impossible. Parce que dans une relation saine, on se réjouit que l'autre ait une bonne idée. Génial, merci, je n'y avais pas pensé, c'est une synergie. Ici, votre comportement bienveillant est systématiquement interprété par le manipulateur à travers le prisme déformant du trouble narcissique. Votre empathie n'est pas perçue comme une qualité, mais comme une faiblesse. Le narcissique qui opère, souvent dans une logique de pouvoir et de contrôle, ne comprend pas la motivation des intéressés. Voilà comment il ou elle vous voit. Tu es naïf et facile à manipuler. Ton besoin de m'aider montre que tu as besoin de moi pour exister, ce qui me conforte dans ma position supérieure. Votre capacité à ressentir prouve votre naïveté, votre malléabilité selon lui ou selon elle. Quand vous vous investissez émotionnellement pour le ou la soutenir, ce qu'il perçoit inconsciemment est « j'ai une emprise totale sur ton attention et sur tes émotions », ce qui renforce mon importance et ma supériorité. Paradoxalement, votre soutien n'est pas accueilli comme un réconfort, mais interprété comme une critique voilée. Aider sous-entend qu'il n'est pas déjà assez bien, qu'il a besoin de vous. Le narcissique interprète souvent les suggestions ou les encouragements comme des reproches indirects. Tu me considères comme inférieur, faible ou incapable. Tu essaies de me dominer en te positionnant comme celui qui sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. Votre bienveillance elle-même est suspecte. Dans un monde où dominer est la seule loi, votre désintéressement est incompréhensible, donc menaçant. Votre attention constante, votre énergie dédiée à le réparer devient une source de ce qu'on appelle l'approvisionnement narcissique. Vous vous focalisez sur lui, vous essayez de le satisfaire, ce qui le nourrit. Vos plus belles intentions sont ainsi transformées en outils contre vous. C'est pourquoi il est si épuisant et futile d'essayer de sauver un manipulateur narcissique. La structure même de sa personnalité l'empêche de recevoir l'aide comme un cadeau. Il ne cherche pas à guérir ou à s'améliorer. Il cherche à maintenir son système de défense et de contrôle. Et vos tentatives d'aide sont simplement intégrées dans ce système comme un outil de plus pour vous maintenir sous son emprise. Ces pièges ne sont pas des accidents, ils sont la structure même de la relation toxique. Des portes qui semblent s'ouvrir sur des jardins secrets, mais qui mènent à des labyrinthes sans issue. Reconnaître ces mécanismes, c'est déjà reprendre un peu de lumière, c'est cesser de se demander qu'est-ce que j'ai encore fait de mal, pour commencer à voir dans quel jeu suis-je entraîné sans le savoir. N'éteignez plus votre lumière pour laisser les autres briller. Apprenez plutôt à la laisser rayonner doucement, fermement, comme un phare qui ne demande pas la permission pour guider les navires. Votre lumière n'a pas à s'excuser d'exister. Elle n'a qu'à être, simplement, librement. Votre main tendue mérite de rencontrer une main véritable, pas un piège déguisé. Votre cœur ouvert mérite une confidence authentique, pas un leurre calculé. Prenez soin de vous.